Speak, prosodie rate égale 90%. Pouvez-vous imaginer la terreur de Louis XVI devant la guillotine? Découvrez la vérité choquante sur son exécution et la fin brutale de votre règne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez l'opulence de la cour de Louis XIV, le roi du soleil. Son règne, un symbole de pouvoir absolu et de grandeur française, a projeté une ombre allongée sur la monarchie. Vous connaissez son image. Un monarque imposant, entouré de luxe et de somptuosité. Non. Cet héritage, de splendeur et d'absolutisme, était ce que Louis XVI a hérité. Un roi qui, contrairement à son ancêtre, n'avait pas la force politique et la ruse pour maintenir l'équilibre des pouvoirs. Le Sun King a laissé une puissante France, mais aussi profondément inégale. Un système féodal en déclin, une noblesse privilégiée et une taxe opprimée par les impôts. Cet héritage, un mélange de luminosité et de misère, serait le terrain reproducteur de la révolution qui allait arriver. Un système que Louis XVI, avec son indécision et son manque de vision, ne savait pas comment se réformer. L'héritage de Louis XIV pesait comme une dalle sur son grand-petit-fils. Un héritage de pouvoir qui, entre les mains de Louis XVI, est devenu un fardeau insupportable. L'image du Sun King, symbole de la monarchie absolue, a disparu devant l'agitation sociale croissante et la clameur du changement. Cette image de la grandeur deviendrait un spectre qui persécutait le dernier roi de France. Mais vous, que savez-vous du règne de son petit-fils, Louis XVI? Contrairement à son prédécesseur extravagant, Louis XVI a hérité d'une France embourbée dans une profonde crise économique. Son ascension vers le trône était comme grimper un navire sur le point de naufrage. Telle la noblesse, habituée à leurs privilèges, a refusé de contribuer aux coffres royaux, tandis que le peuple a souffert de misère et de faim. Il a essayé des réformes, bien sûr, mais ses efforts étaient timides et pas très efficaces. S'accrochant à la tradition et à une personnalité plutôt indécis, Louis XVI n'a pas pu faire face à une pression sociale croissante. Les idées illustrées, avec leurs revendications de liberté et d'égalité, ont résonné fortement dans la population, alors qu'il restait dans sa bulle privilégiée. Le déficit public a augmenté sans contrôle, aggravé par des dépenses excessives des tribunaux. Les tentatives de résolution de la crise économique, telles que l'augmentation de l'impôt, n'ont fait qu'exacerber le mécontentement populaire. Et la famine et la crise alimentaire sont devenus un terrain reproducteur parfait pour la révolution à venir. Les gens en avaient marre. Son grand-père, Louis XV, avait passé des mains pleines, laissant les vrais coffres vides. Le système féodal, avec ses privilèges pour la noblesse et le clergé, a été complètement dépassé. Imaginez. Taxes exonérées, tandis que le peuple a souffert de rareté et de faim. Les gens ont vu comment les nobles vivaient dans le luxe, alors qu'ils luttaient pour survivre au jour le jour. Ce déséquilibre économique était une pompe horlogère sur le point d'exploser. La récolte de 1788 était mauvaise, aggravant la crise alimentaire. Le prix du pain a tiré et des perturbations populaires sont devenues de plus en plus fréquentes. N'oubliez pas que la majorité de la population dépendait du pain comme aliment de base. L'absence de cela s'est traduite par la faim, les maladies et le désespoir. Pour eux, c'était une lutte pour la survie, une lutte que le roi, de son palais, semblait ignorer. Le système féodal, avec ses structures rigides et son extrême inégalité, était à l'origine du problème. Les impôts ont chuté de manière disproportionnée sur les paysans et la classe ouvrière, qui pouvaient à peine rester à flot. Pendant ce temps, la noblesse et le clergé, qui possédaient la majeure partie de la terre, n'ont pas suffisamment contribué au vrai coffre. Cet écart insurmontable entre riches et pauvres est devenu un bouillon de culture pour la Révolution. Alors que la noblesse et le clergé vivaient à Palacio, entourés de luxe et d'opulence, vous pouvez imaginer la réalité pour la plupart des Français. Nous parlons de paysans qui travaillent sur la terre jusqu'à l'épuisement, avec à peine assez pour survivre. Leur vie a été une lutte constante contre la faim et la maladie. Un cycle de pauvreté sans fin hérité de génération en génération. Pensez au contraste. Alors que certains banquets célèbres, d'autres se sont battus pour un morceau de pain. Prosody/speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Dans les villes, la situation n'était pas beaucoup mieux. Les travailleurs et les artisans ont travaillé des jours intenses dans des ateliers malsains, pour des salaires misérables. Les rues étaient bondées, pleines de misère et de maladies. Le manque d'hygiène, les pénuries alimentaires et la précarité des maisons ont créé un terrain reproducteur parfait pour la propagation des épidémies. Ce fut une vie difficile, une lutte quotidienne pour la survie. Le contraste entre la richesse débordante de la cour et l'extrême pauvreté du peuple était abyssal. Un écart qui est devenu de plus en plus profond. Alors que la royauté jouissait de fausses fêtes et de danses extravagantes, la plupart des Français pouvaient à peine se permettre. Cette inégalité sociale, cette profonde injustice, était l'étincelle qui a déclenché le fusible de la Révolution française. Pouvez-vous imaginer la frustration et la rage qu'ils auraient dû ressentir? Imaginez la France du XVIIIe siècle. Pendant que vous souffriez de la dureté de la vie paysanne, un nouveau type de pensée a commencé à fleurir. Nous parlons de l'Illumination. Un courant intellectuel qui a remis en question l'ordre établi, l'autorité de l'Église et l'absolutisme monarchique. Des écrivains comme Voltaire et Rousseau répartissent des idées révolutionnaires à travers leurs œuvres, semelant la graine du changement dans l'esprit de beaucoup. Ces idées, qui ont favorisé la raison, la liberté individuelle et l'égalité devant la loi,
ont fortement résonné dans un peuple opprimé et affamé. Vous pouvez commencer à comprendre comment l'inégalité sociale et l'oppression ont généré un bouillon de culture parfait afin que ces idées s'allument comme la poudre à canon. Les gens ont commencé à remettre en question la raison de l'opulence de la noblesse pendant qu'ils souffraient de misère. Le concept de souveraineté populaire, l'idée que le pouvoir réside dans le peuple et non dans un roi absolu, est devenu un puissant moteur de changement. Pour vous, qui vivez dans la pauvreté, la promesse d'une société plus juste et équitable, où tout le monde était le même avant la loi, devait ressembler à une chanson d'espoir au milieu du désespoir. L'illustration vous a offert un nouvel horizon, un avenir différent de ce que vous aviez toujours connu. Mais ces idées, si brillantes en théorie, sont brutalement entrées en collision avec la réalité d'une France embourbée dans l'inégalité. Vous, témoin de l'opulence de la cour de Versailles pendant que vous aviez faim, vous avez commencé à vous sentir rage. Et la monarchie, habituée au luxe et aux déchets, a ignoré la souffrance de son peuple. Les impôts sont tombés comme une dalle sur les épaules des paysans et de la classe ouvrière, tandis que la noblesse et le clergé bénéficiaient de privilèges inimaginables. La situation est devenue insoutenable. Le mécontentement populaire, alimenté par des idées illustrées, a commencé à s'organiser. Vous, peut-être que sans vous en rendre compte, vous faites partie de ce changement. Et la prise de la Bastille, le symbole du pouvoir réel, n'était pas un acte isolé, mais le résultat d'années d'injustice et d'oppression. C'est le déclenchement d'une révolution qui changerait pour toujours le cours de l'histoire. Soudain, tout a changé. Les rues de Paris sont devenues un champ de bataille. Vous, peut-être que vous avez participé aux manifestations, dans les barricades, ou vous assistiez simplement à la violence et au chaos. Et la Révolution française avait commencé. Et avec elle, la chute de la monarchie absolue. Le roi, Louis XVI, n'était plus intouchable. Son règne, jusque-là symbole du pouvoir et de l'autorité, a titubé devant la force imparable du peuple. Ainsi, vous étiez là, en voyant à quel point le mécontentement populaire, alimenté par la famine et les inégalités, a poussé la bourgeoisie pour prendre une décision radicale. Former l'Assemblée nationale des constituants. Un acte de défi direct au roi, Louis XVI, qui a refusé d'accepter les réformes nécessaires. Imaginez la tension dans l'air, l'incertitude sur l'avenir, la peur mélangée à l'espoir d'un véritable changement. Le serment du jeu de Bâle a marqué un tournant. Dans un espace ouvert, les représentants du Troisième État, contestant la véritable autorité, ont promis de ne pas se séparer jusqu'à ce que la France ait une constitution. Un acte de courage qui a résonné dans tout le pays, et que vous, sûrement, a continué avec la respiration contenue. L'Assemblée, autrefois formée, a commencé la tâche ardue d'écrire une nouvelle constitution. Débat animé, discussion sans fin et menace constante d'une intervention réelle. Vous, témoins silencieux de tout cela, vous pouvez sentir la pression, le poids de l'histoire sur leurs épaules. Ils étaient des temps cruciaux, où chaque mot pouvait changer le cours de la nation. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Mais l'Assemblée constituante nationale n'était que le début. Vous, témoin de la tension croissante, vous auriez vu comment la nouvelle de la concentration de vraies troupes autour de Paris a déclenché le fusible. Le peuple, marre de l'oppression et de l'inefficacité du roi, s'est préparé à l'action. La Bastille, symbole de prison de réel pouvoir, est devenue l'objectif. Une force médiévale, avec ses murs imposants et sa signification historique, représentait tout ce que les gens voulaient démolir. N'oubliez pas ce matin du 14 juillet 1789. Vous auriez entendu le rugissement de la foule, une mer de visages en colère, déterminée à conquérir la Bastille. Le combat était féroce. Une confrontation inégale entre des civils armés de ce qu'ils pouvaient trouver et des vraies troupes qui ont défendu la force. Le bruit des coups de feu, le grondement des pierres contre les pierres, le cri des blessés, une scène de chaos et de courage. La chute de la Bastille n'était pas seulement une victoire militaire, mais un symbole. Pour vous, un spectateur de ces événements, la prise de la prison signifiait la fin d'un régime oppressif. Et la destruction de la Bastille est devenue un cri collectif de liberté, un tournant dans la Révolution française, un message clair au roi et à son gouvernement. Le peuple avait été excité et rien ne serait pareil. La tension était palpable. Vous, au milieu du chaos, vous auriez entendu des rumeurs sur une déclaration qui a promis de changer la France pour toujours. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un document qui, en théorie, a garanti la liberté, l'égalité et la fraternité, concept qui jusque-là n'avait été qu'un rêve pour beaucoup. Mais serait-il suffisant pour calmer la fureur qui bouille dans les rues? La déclaration proclame la souveraineté populaire, le droit à la liberté d'expression, la présomption d'innocence, des mots qui résonnaient fortement, mais dont l'application effective n'a pas encore été vue. Vous, un témoin de première main, vous auriez vu de l'espoir aux yeux de certains, la méfiance envers d'autres. Le début d'une nouvelle ère était-il vraiment, ou juste une trêve avant une tempête encore plus grande? Pour vous, la déclaration représentait un tournant. Un document qui, bien que idéaliste, reflétait l'aspiration profonde à la justice sociale qui battait au cœur de la Révolution. Cependant, la réalité était complexe, pleine de contradictions et d'ambivalence. L'écart entre la théorie et la pratique serait énorme, et le chemin de l'égalité et de la liberté, beaucoup plus long et robuste que vous ne l'imaginiez. Après la déclaration, la France est entrée dans une expérience délicate. La monarchie constitutionnelle. Ce fut une tentative audacieuse d'équilibrer le réel pouvoir avec les nouvelles idées de liberté et d'égalité. Imaginez Louis XVI, toujours roi,
mais maintenant avec ses pouvoirs limités par une assemblée nationale choisie par le peuple. Un roi avec la couronne. Mais sans le contrôle absolu que ses ancêtres avaient eu. Cette nouvelle formule fonctionnerait-elle? La réalité, cependant, était beaucoup plus complexe. Le roi, habitué à gouverner sans restriction, était réticent à renoncer à son autorité. Les tentatives de s'échapper, les complots dans l'ombre et la méfiance croissante envers le peuple sapaient la structure fragile de cette nouvelle monarchie. À ce moment-là, vous auriez perçu une tension croissante, le sentiment que la paix était une illusion éphémère. L'Assemblée nationale, quant à elle, n'était pas exemptée de problèmes. Divisée en factions, avec des débats houleux et souvent des décisions contradictoires, il n'a pas pu exercer un contrôle efficace sur le roi ou pour calmer l'esprit de la population. Pour vous, le paysage politique aurait été un dédale d'intrigues et d'alliances changeantes, où l'incertitude régnait suprême. La monarchie constitutionnelle, en substance, était un château de cartes sur le point de s'effondrer. La monarchie constitutionnelle était un équilibre fragile, et vous savez que la méfiance envers Louis XVI et Maria Antonita était toujours latente. Pour beaucoup, la famille royale représentait l'ancien régime, un obstacle à la nouvelle France. Ainsi, par une nuit sombre, enveloppée dans le secret, le roi et la reine, ainsi que leurs enfants, ont décidé de fuir. Son destin. Varennes, une ville du nord-est du pays, d'où ils pourraient chercher refuge et réorganiser leurs forces. J'imagine la tension dans la voiture, le silence brisé uniquement par le hocher des roues et les rythmes de leur cœur. L'idée était de traverser la frontière avec l'Autriche, cherchant le soutien d'autres monarchies pour récupérer leur pouvoir. Mais le vol, prévu avec furtivité, était loin d'être parfait. Une négligence, une mauvaise décision, un simple retard, pourrait condamner ses plans. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Et c'était ainsi. À Varennes, la famille royale a été reconnue. La nouvelle de son évasion s'est propagée comme une poudre à canon. L'espoir des monarchistes a disparu, tandis que la révolution a été renforcée. Et la capture de Louis XVI et de sa famille a été un coup dévastateur pour la monarchie. Une preuve irréfutable de son manque de confiance dans le peuple français et un signe sans équivoque de son opposition au nouvel ordre. Après Varennes, la confiance dans la monarchie s'est effondrée. L'Assemblée nationale a été divisée entre deux caractéristiques. La Gironde, plus modérée, et la Montagne, radicale et déterminée à mettre fin à l'ancien régime. Vous avez vu comment les Girondinos, défenseurs d'une république constitutionnelle, ont fait face aux alpinistes, dirigés par des personnalités telles que Robespierre et Marat, qui préconisaient une république plus radicale et sans concession à la monarchie. La Montagne, avec sa rhétorique incendiaire et sa puissante influence sur les masses parisiennes, ont gagné du terrain. Ses appels à la vertu républicaine et l'élimination des ennemis de la Révolution ont résonné fortement dans une ville fatiguée de l'oppression et de la faim. Vous avez présenté la popularité de l'agitation, alimentée par la propagande des montagnes, une pression accrue sur l'assemblage et la même monarchie. Le Gironda, bien qu'il ait eu le soutien de certains secteurs de la bourgeoisie, a été surmonté par la force croissante de la Montagne. Sa modération, qui pour certains était la prudence, pour d'autres, était la faiblesse, les a fait perdre du terrain dans la scène politique agitée. Vous voyez comment la radicalisation croissante de la Révolution française a laissé le Gironda de plus en plus isolé et vulnérable à l'avancée incessante de ses adversaires. Après Varennes, la situation est devenue critique. La déclaration de guerre autrichienne et la Prusse, à l'appui de la monarchie, n'ont rien fait de plus que de radicaliser l'Assemblée. Vous vous demanderez, pourquoi ont-ils osé déclarer la guerre à la France? Eh bien, les puissances européennes ont vu avec terreur l'expansion des idées révolutionnaires, menaçant l'ordre établi et leurs propres privilèges. La menace pour la monarchie française était une menace pour sa propre existence. Imaginez la pression sur Louis XVI. Accusé de trahison pour son évasion et maintenant confronté à une guerre contre les grandes puissances européennes, sa position est devenue insoutenable. L'armée française, démoralisée et divisée, n'a offert aucune garantie de victoria. La guerre est devenue un facteur déterminant dans la chute du roi, car ses actions, ou plutôt, leur manque, pendant le conflit, ont été interprétés comme un échantillon clair de leur incapacité à diriger. La guerre est devenue une lutte pour la survie de la révolution elle-même. La menace extérieure a renforcé les secteurs les plus radicaux, qui ont vu dans la guerre l'occasion de purger les contre-révolutionnaires et de consolider leur pouvoir. Pour vous, la guerre n'était pas seulement un conflit militaire, mais une lutte idéologique qui définissait le sort de la France, et en quelque sorte, celle de l'Europe. Après Varennes, la guillotine planait comme une ombre. Vous imaginez la tension. Le jugement de Louis XVI est devenu un spectacle macabre, un cirque politique où le sort du roi a été débattu entre la loyauté envers la monarchie et la ferveur révolutionnaire. Le processus était une farce, une pantomime pour l'histoire. Les révolutionnaires les plus radicaux voulaient leur tête, tandis que d'autres préconisaient un exil ou une phrase moins radicale. Mais l'opinion publique, enflammée par la propagande et la peur, a demandé du sang. L'accusation était écrasante. La trahison de la nation. Elle a été accusée de complot contre la Révolution, de financer ses ennemis et de gêner les progrès de la nation. Vous vous demanderez si c'était juste. Les preuves étaient faibles, sur la base des rumeurs et des soupçons, mais le rare
Le de l'époque n'a pas permis d'objectivité. Les témoignages des témoins ont été manipulés ou directement inventés pour nourrir la haine populaire contre le monarque. Le procès est devenu un théâtre de cruauté. L'avocat de la défense, bien qu'il ait tenté de défendre le roi avec de solides arguments, a fait face à une audience hostile et à une cour partielle. Sa voix était perdue dans la clameur de la foule qui demandait la vengeance. Et la peine a été pratiquement écrite avant le début du procès. Et la condamnation à mort de Louis XVI, délivrée par une majorité serrée, a scellé son destin. C'était une décision qui marquerait pour toujours le cours de la Révolution française, une décision qui divisait encore. Plus La Nation. /prosody /speak. Speak prosodie rate égale 90%. N'oubliez pas que dans ce procès, la silhouette de Robespierre était imposante. Son discours, froid et calculant, peint Louis XVI comme un tyran impitoyable, un ennemi des gens qui valait le maximum. Lui, l'incorruptible, est apparu comme le défenseur de la Révolution, le seul capable de guider la France vers un avenir juste. Même si cela signifiait la mort du roi. Vous avez observé comment son regard pénétrant semblait percer l'accusé lui-même, transmettant une froideur qui a gelé les os. Et puis il y avait une Marat, avec son visage pâle et émacié, ses yeux pleins d'une fureur maladive. Son stylo, aussi net que sa langue, avait déjà écrit des pages et des pages accusant le roi de trahison et de crime contre la nation. Maintenant, dans la salle d'essai, sa présence était un torbellino d'énergie négative, un écho de ses écrits incendiaires qui résonnait dans tous les coins de l'endroit. Sa haine de la monarchie était palpable. Un feu qui menaçait de tout consommer sur son chemin. Vous, en tant que témoin silencieux de ce drame, vous avez perçu la synergie entre les deux révolutionnaires. Robespierre, avec sa logique froide et son éloquence implacable, et Marat, avec sa rhétorique passionnée et sa haine viscérale de la monarchie, a formé une paire lente. Ensemble, ils ont tissé un réseau d'accusations qui ont étranglé toute possibilité de clémence pour le roi. Son insistance implacable sur la culpabilité de Louis XVI a scellé le sort du monarque, une destination qui serait consommée dans la guillotine. Rappelez-vous comment Robespierre, avec sa voix glacée, vous a accusé de trahison. Et elle vous a peint comme conspirateur, un homme qui avait secrètement convenu avec les ennemis de la France, mettant en danger la Révolution elle-même. Il vous a souligné le chef de la famine qui a fouetté le pays. Un crime qui, selon lui, seul un monarque corrompu et injuste pour le peuple pourrait commettre. Vous avez été accusé de vouloir restaurer l'ancien régime, pour saboter les efforts révolutionnaires de l'intérieur du palais lui-même. La conspiration, selon les accusateurs, était un réseau complexe qui impliquait nobles, clergés et étrangers, tous unis par un objectif commun: mettre fin à la Révolution et restaurer le pouvoir absolu de la monarchie. Vous, comme King, étiez la tête de ce serpent, la pièce clé qui a permis à ces traîtres de fonctionner dans l'ombre. Des tests ont été présentés, ou du moins ce qu'ils ont appelé des preuves, pour étayer ces déclarations. Intercepta, rumeurs, témoignages douteux, tout a été utilisé pour construire une affaire contre vous. Vous avez été accusé d'avoir secrètement financé les armées contre-révolutionnaires, d'avoir maintenu une correspondance clandestine avec des puissances étrangères pour demander l'aide militaire et écraser la Révolution. Vous avez même accusé d'avoir ordonné le meurtre de dirigeants révolutionnaires, bien qu'il n'y ait eu aucune preuve concluante. L'important était l'image qui voulait être projetée, celle d'un roi traître, un ennemi des gens qui méritait la punition la plus grave. Mais vous, Louis XVI, vous n'êtes pas resté avec des bras croisés. Votre avocat, un défenseur ultranza de la monarchie, a déployé une stratégie pour vous sauver. Et elle a parlé de votre bonne foi, de votre désir de réformer la France de l'intérieur, des erreurs commises par vos réalisateurs, essayant de détourner l'attention de vos crimes présumés contre le sapatria. Et elle a eu du mal à peindre l'image d'un roi repentant, un homme qui voulait le puits de son peuple, bien que ses efforts semblent vains. Avant l'accusation féroce de Robespierre, ils ont présenté des preuves, des lettres, des témoignages, essayant de démanteler le complot tissé par vos ennemis. Chaque mot, chaque document, était une bataille contre le temps et la machinerie implacable de la Révolution. Vous vous souvenez de l'espoir fugace qui vous a donné cette défense, au moment où vous croyez peut-être, seulement peut-être, vous pourriez échapper au destin qui vous attendait. Mais la réalité était implacable, et la vérité, un outil moulé à la commodité des Revolutionnaires. La défense a été une dernière tentative désespérée de conserver la vie, un cri noyé au milieu de la tempête révolutionnaire. Malgré l'effort de vos avocats, la marée de la Révolution était trop puissante. Ces arguments, bien que solides, ont été dilués avant le pouvoir de la propagande et la soif de sang de la foule, qui vous avait déjà condamné bien avant le début du procès. Votre destin était déjà scellé. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie rate égale 90%. Mais la défense, peu importe à quel point elle était éloquente, ne pouvait pas arrêter la vague de la Révolution. Et la Convention nationale, ce foyer d'opinion et de passion, s'est préparé au vote. Vous, observant depuis votre cellule, vous avez imaginé la tension dans le salon, l'atmosphère pleine d'attente. Chaque député, un poids dans l'équilibre de votre destin. Un vote qui déciderait si vous continuerez à respirer ou non. Le moment est venu. Le silence sépulcral qui a précédé le nombre de votes était, sûrement,
Plus lourd que toute condamnation. Vous imaginez l'ouverture lente et délibérée des sondages, chaque bulletin de vote un marteau sur votre cœur. Chaque son de plus se dirige vers l'inévitable point coupable ou innocent. La question a résonné dans la chambre froide, aussi froide que celle qui vous attendait. Le verdict est tombé comme une guillotine. Le plus prononcé. Coupable. Votre vie, votre règne, votre histoire, réduit à un simple vote. Et la condamnation à mort plane sur vous, implacable, définitif. Et la clameur de la foule, malgré la distance, atteindrait sûrement votre cellule. Cette foule qui, une fois, vous a acclamé en tant que roi, a maintenant demandé votre sang. Le silence est tombé sur la Convention nationale après l'annonce. Un silence dense, chargé de la tension accumulée pendant des semaines de débats où vous, à partir de votre position privilégiée, avez observé le visage inexpressif de Louis XVI, un homme qui avait régné avec un pouvoir absolu et faisait maintenant face à sa propre mortalité. Et la peine était là, froide et implacable. La mort par la guillotine. Est la fin d'une monarchie, la fin d'un règne. La nouvelle s'est répandue comme une poudre à canon à Paris. Dans les rues, a expliqué les gens, certains ont célébré, d'autres étaient sous le choc. Pour beaucoup, c'était la justice. Pour d'autres, une tragédie. Mais pour Louis XVI, c'était la fin. Est la fin de son règne, la fin de sa vie, la fin de son histoire. Une fin qui lui a cité, inévitable et imminent. Les jours qui ont suivi étaient une agonie. Vous, témoin silencieux de son dernier transit, vous avez imaginé ses pensées, ses regrets, ses peurs. Le roi, habitué à la pompe et au luxe, a fait face à une mort humiliante et publique. Son destin a été scellé. Guillotine l'attendait. La fin d'un règne, la fin d'une époque. Le silence sépulcral de la Convention a toujours résonné dans vos oreilles. Maintenant, la prison est devenue votre univers. Et la pierre, les murs froids et humides semblaient chuchoter l'imminence de votre fin. Louis XVI, roi détrôné, était confiné à une petite cellule, dépouillé de sa grandeur. Son règne réduit en attendant la guillotine. Et la nourriture, rare et sans grâce, traversa à peine sa gorge. Le temps étiré. Un tourment incessant qui a marqué le compte à rebours à son exécution. Ils vous ont permis des visites, de brefs moments de confort offerts par leur famille. Mais ils étaient des rencontres chargées d'une profonde tristesse, d'un adieu silencieux et douloureux, anticipant les adieux imminents. Les conversations, les tenues et les saccades, tournaient autour de la foi, à l'espoir d'une vie après la mort, un réconfort devant la dure réalité qui les planait. Chaque mot, chaque look, est devenu un trésor inestimable en ces jours sombres. La veille de l'exécution, le calme avant la tempête. Vous l'avez vu, vous préparant à l'inévitable. Il n'y avait ni colère ni désespoir. Juste une profonde démission. Et elle s'habillait simplement. Un vêtement sobre qui contrastait avec l'opulence de son passé. Et elle a prié, cherchant du réconfort dans sa foi, tandis que la brise froide de la nuit s'est faufilée à travers les fentes de fenêtres. Un présage de la lame froide qui attendait à l'aube. Le froid est tombé sur vos os. Ils vous ont dépouillé de vos vrais vêtements, les remplaçant par une simple chemise blanche, symbole d'humiliation publique qui allait arriver. Ils ont attaché vos mains derrière votre dos avec une corde rugueuse, sentant la pression froide de la corde contre votre peau. Le silence était dense, brisé juste à cause du grincement du bois de la voiture qui vous attendait. Ils vous ont grimpé dans la voiture, un véhicule grossier et téméraire, destiné à vous emmener à la potence. Et la tournée était courte, mais il se sentait éternel. Et la foule, une mer de visages hostiles et enragés, vous a entouré. Ces cris et ces murmures vous sont venus comme un écho assourdissant. Le poids de la mort est devenu de plus en plus tangible. Sur la place, la guillotine vous attendait impassible, une machine froide et efficace, prête à effectuer sa tâche macabre. Le bourreau, un homme silencieux et sombre, vous a approché, ses mouvements précis et émotionnels, préparant la scène finale de votre vie. L'air était chargé d'une tension palpable, un silence sépulcral avant le coup final. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Ils vous ont conduit dans les rues de Paris, entre une immense et silencieuse foule. Le silence était plus effrayant que n'importe quel cri. Chaque étape était un autre poids dans votre âme. Chaque regard un jugement implacable. Et la chemise blanche, humide pour le froid et la sueur, collée à votre peau. Vous avez ressenti la pression des cordes sur vos poignets. Un rappel constant de votre destination inévitable. Et la voiture, une macabre de transport, vous attendait à la fin de cette épreuve. Vous êtes monté à la voiture, le traçage des roues sur la pavée résonnait dans vos oreilles comme un battement de funérailles. L'air glacial a fouetté votre visage. Autour de vous, les looks étaient un mélange de haine, de curiosité et, peut-être, un soupçon de compassion. Mais votre regard a été fixé à l'horizon, à la recherche d'une évasion, d'une réponse, de quelque chose qui pourrait changer le cours inévitable de votre terrible voyage. La tournée était courte, mais il se sentait éternel. Chaque bosse, chaque bruit, chaque soupir de la foule semblait amplifié dans votre esprit, devenant un écho assourdissant de votre propre mortalité. Le destin approchait, inexorable, implacable. Guillotine, une silhouette sombre au loin, s'est matérialisée lentement, attendant sa victime. Et la fin était en vue. La place était bondée. Un silence sépulcral vous a enveloppé. Un silence silencieux que vous pourriez presque le toucher. Vous avez ressenti le poids de milliers d'yeux sur vous. Bien que de nombreux visages aient été cachés après la foule. Et la potence, une structure en bois macabre, était imposante, projetant son ombre sur vous. C'était la fin. L'acier froid de la guillotine vous a regardé, froid et indifférent, attendant.
Ils vous ont grimpé sur la plateforme. Le son de vos pieds sur le bois résonnait avec une clarté inquiétante. L'aspect des bourreaux était impassible. Professionnel. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Seulement l'efficacité froide de sa tâche. Vous avez senti le vent sur votre visage. La dernière rafale de l'extérieur avant le noir. Un dernier soupir avant la fin. Le bruit sourd de la lame coupant l'air était presque imperceptible. Un moment éternel. Un silence qui a duré pendant une éternité. Ensuite. Silence absolu. Et la foule est restée immobile, comme pétrifiée par l'horreur, pour le poids du moment historique dont il venait d'être témoin. Le roi était tombé. Et la fin d'une époque. Vous l'avez donc vu. Et la hache est tombée. Un gémissement, presque imperceptible au début, est sorti de la foule, un murmure qui a grandi pour devenir un rugissement assourdissant. Certains ont crié, d'autres ont crié, un torrent d'émotions contradictoires. Vous, perdu au milieu de la foule, vous avez ressenti le poids de l'histoire, le fardeau de la révolution, dans l'intensité de ces moments. La joie était palpable, une explosion de joie contenue pendant des années. Les cris de Live the Republic. Mélangés avec les regrets de ceux qui ont vu dans l'exécution non pas une victoire, mais un acte de barbarie. Et la place était une mer de visages, un mélange de célébration d'horreur effrénée et silencieuse, un témoignage de la fragilité de la vie et de la complexité de la révolution. Soudain, un cri déchirant vous a surpris. Une femme, avec un visage convulsif pour la douleur, a crié dispersé. Maudit la révolution et ses dirigeants. Son désespoir contrastait brutalement avec les chansons de victoire qui ont résonné autour de lui. À ce moment, la fine ligne entre la célébration et la terreur s'estompa, ne laissant que la dure réalité de la violence et de la perte. Le silence qui a suivi le coup d'État était presque effrayant que le cri. Un fort silence, chargé d'incrédulité de milliers de témoins. Pour beaucoup, l'exécution de Louis XVI n'était pas seulement la fin d'un roi, mais la fin d'un ordre. Vous pouviez sentir le changement dans l'air, une attente palpable de ce qui allait arriver plus tard. Une nouvelle ère de paix ou un bain de sang encore plus grand. Plus tard, Paris est devenu un foyer de rumeurs et de spéculations. Et la monarchie était tombée. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé à la place? L'incertitude était la reine maintenant, plus puissante que n'importe quel roi ou reine. Pour vous, il était impossible de ne pas percevoir la peur mélangée à l'euphorie dans les rues, un cocktail explosif qui préfigurait des changements plus drastiques. Au-delà de Paris, la nouvelle de l'exécution s'est propagée comme une poudre à canon. Dans les provinces, la réaction était diversifiée. Certains ont célébré la chute du roi, tandis que d'autres s'accrochaient désespérément aux anciennes structures de pouvoir. Pour vous, il était évident que la France s'était fracturée, divisée entre ceux qui célébraient la révolution et ceux qui le craignaient. Le pays était à un tournant, une falaise. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie. Rat égal, 90%, au-delà des frontières françaises, la nouvelle de la fin de Louis XVI a résonné comme un tonnerre. Dans les monarchies européennes, l'impact a été immédiat. L'exécution d'un roi, quelque chose de inconnu au cours des siècles, secoua la terreur et l'incertitude. Les nobles européens tremblaient, voyant dans la guillotine reflétant leur propre destin. Les mesures de sécurité ont été intensifiées dans les palais royaux, et les monarques ont commencé à mettre en œuvre des réformes pour éviter la contagion révolutionnaire. L'exécution de Louis XVI est devenue un symbole de la lutte contre l'absolutisme. Pour beaucoup, ce fut une victoire de la raison et du peuple sur la tyrannie. En Grande-Bretagne, les radicaux enhardis, tandis que l'aristocratie craignait la propagation des idées révolutionnaires. Dans d'autres pays, l'événement a accéléré le développement de mouvements réformistes qui visaient à limiter le pouvoir de la monarchie et à améliorer les conditions de vie de la population. Mais la réaction n'était pas unanime. Beaucoup ont vu dans la mort du roi un acte de barbarie et un précédent dangereux. L'Autriche et la Prusse, alliés de la monarchie française, ont considéré l'exécution d'une provocation grave, augmentant la tension internationale et préparant le scénario pour les guerres révolutionnaires qui étaient à venir. L'exécution de Louis XVI a non seulement marqué la fin d'un roi, mais aussi le début d'une nouvelle ère en Europe, pleine de conflits et de transformations profondes. L'exécution de Louis XVI a laissé Maria Antonita seule, complètement sans abri. Imaginez. De la reine aux prisonniers, entourée de la fureur révolutionnaire que son mari ne pouvait pas contrôler. Et sa vie élégante à Versailles, pleine de luxe et de privilèges, était devenue un cauchemar froid et de la faim et la menace constante de la mort. Et la femme qui était autrefois le centre de l'attention, n'était maintenant qu'une ombre, attendant son propre destin. N'oubliez pas qu'ils l'ont accusée de trahison et de déchets. Et elle l'a jugé fort, sans pitié. Ses lettres, ses conversations, tout a été utilisé contre lui, comme preuve pour le condamner à la guillotine. Cependant, Maria Antonita a maintenu une force incroyable, une dignité qui l'a accompagné jusqu'à la fin, malgré l'horreur qui l'entourait. Il a dû faire face à sa propre mortalité, l'idée de mourir en tant que criminel, quelque chose d'inimaginable pour elle dans son passé. Son jugement était une farce, un spectacle pour le peuple français assoiffé de vengeance. Mais elle, avec son vrai roulement, a refusé de se casser. Devant la foule enragée, devant ses accusateurs, il gardait la tête haute, montrant un courage qui a même surpris ses ennemis. Pensez au courage qui est nécessaire pour faire face à la mort avec une telle dignité, sachant que l'histoire la jugerait avec différents yeux. Après l'exécution de Louis XVI, l'incertitude cachée sur Maria Antonita et ses enfants. Imaginez l'angoisse de la reine, maintenant prisonnier, voyant ses petits, la Dolphine Louis XVII et ses sœurs, Maria Teresa, Maria Luisa et Sofia,
au milieu de cette tempête révolutionnaire, quel avenir tiendraient les héritiers de la monarchie française? La famille royale, autrefois un symbole de pouvoir et d'opulence, était à la merci de la fureur populaire, son destin incertain et pendulaire. Le petit 17 Louis, juste un enfant, a été soumis à une captivité cruelle, séparé de sa mère. Sa santé s'est rapidement détériorée au milieu de la misère et de l'abandon. Pendant ce temps, de vraies princesses, également privées de leur liberté, vivaient dans des conditions précaires, attendant une destination tout aussi incertaine. La Révolution, implacable, n'a montré aucune pitié même pour les plus jeunes. Le sort de chaque membre de la famille royale était différent. Maria Antonita, après un jugement injuste, a également été exécutée, scellant la fin tragique de la monarchie française. Ses filles, quant à elles, ont été prises à l'étranger, loin du tourbillon révolutionnaire. Le sort de Little Louis XVII était encore plus cruel. Il est décédé jeune, victime d'une maladie et d'une négligence en prison, sans jamais récupérer sa liberté ou son titre. Pensez à l'héritage de Louis XVI. Était-ce un roi despotique, s'accrochant à un système expiré ou victime de circonstances, un homme incapable de contrôler le maelstrom révolutionnaire qui l'a traîné à la guillotine? Son règne, marqué par l'inefficacité économique et l'inégalité sociale croissante, a semé la graine de la révolution. Mais était-il vraiment le seul responsable de la tempête qui s'est déchaînée? Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Certains historiens le pensent comme un roi faible et indécis, incapable de prendre les décisions nécessaires pour éviter l'effondrement de l'ancien régime. D'autres, en revanche, le considèrent comme un homme piégé dans un système corrompu, victime de l'ambition de la noblesse et de l'agitation populaire croissante. La vérité, comme cela se produit généralement, est probablement à un point intermédiaire. Son exécution, un acte brutal qui a choqué l'Europe, est devenu un symbole de la Révolution, une démonstration du pouvoir du peuple contre la monarchie. Mais cela vous fait également vous demander, dans quelle mesure votre propre inaction a-t-elle contribué à votre fin tragique? Aurait-il pu éviter la Révolution s'il avait agi plus fermement, ou avec une plus grande sensibilité envers les besoins du peuple? Pensez à ce qui s'est passé après l'exécution de Louis XVII. La Révolution, loin de finir, a été radicalisée. La monarchie était tombée, mais la lutte pour le pouvoir était loin de résoudre. La guillotine, symbole de la terreur, est devenue le protagoniste d'une scène sanglante qui a établi l'histoire de la France. On pouvait imaginer la peur qui était inspirée dans les rues de Paris. Le règne de la terreur, avec Robespierre à la tête, a établi un régime de peur et de violence extrême. Des milliers de personnes ont été exécutées sans procès préalable, accusées d'être contre Daesh révolutionnaire. Et la société française était divisée en factions face, embourbée dans une guerre civile qui saignait le pays. Pouvez-vous imaginer le chaos et l'incertitude de ces jours? Mais la Révolution a non seulement entraîné la mort et la destruction, elle a également promu des changements profonds dans la société française. L'abolition de la monarchie, la déclaration des droits de l'homme et de la citoyenneté, et la création d'une république, bien que éphémère dans ses débuts, marquait un avant et après dans l'histoire de l'Europe. Ces idéaux, malgré le bain de sang, étaient des graines qui ont semé un nouvel ordre social. Que pensez-vous de ce côté de la Révolution? L'exécution de Louis XVI n'a pas marqué la fin de la turbulence, mais le début d'une nouvelle ère. Des cendres de la Révolution, Napoléon Bonaparte a émergé, un jeune homme ambitieux qui, avec son talent militaire et sa détermination implacable, a rapidement grimpé des positions. Imaginez la montée fulgurante de cet homme, un étranger qui est devenu le maître de la France. Sa brillante stratégie militaire lui a permis de consolider le pouvoir, écrasant ses ennemis internes et externes. Pensez aux batailles épiques, à l'expansion de l'Empire français dans toute l'Europe. Napoléon, avec son armée invincible, a réécrit la carte de l'Europe, imposant sa volonté avec une combinaison de force et de diplomatie. La montée de Napoléon a apporté avec lui un nouvel ordre. Un code juridique a été créé, le Code napoléonien, qui a profondément influencé le droit de nombreux pays. Visualisez la création d'un système juridique moderne, unifié et efficace, qui a remplacé les lois féodales et chaotiques de l'ancien régime. Ce fut un changement radical, une tentative de créer une société plus organisée et équitable, du moins en théorie. Guillotine, symbole d'une justice révolutionnaire ou d'un outil de vengeance impitoyable? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui. Pour beaucoup, l'exécution de Louis XVI était un acte nécessaire pour mettre fin à l'ancien régime et à ses abus. Elle a été accusée de trahison de la nation, de complot contre la Révolution. Et pour eux, la peine capitale a été la simple punition pour leurs crimes. Mais a-t-il agi avec justice ou a-t-il cédé à la soif de vengeance d'une population d'oppression? Fatigue. La vitesse du procès et l'absence d'un processus juridique exhaustif ont fait des doutes sur l'impartialité de la cour révolutionnaire. Certains historiens soutiennent que la condamnation était une farce, un acte politique pour consolider le pouvoir des Jacobins et éliminer un ennemi dangereux. Pour eux, l'exécution n'était pas un acte de justice, mais une élimination stratégique d'un obstacle sur la voie de la nouvelle République. Vous, que pensez-vous? L'exécution de Louis XVI était-elle un acte de justice historique ou un ajustement brutal des comptes? L'histoire, comme toujours, offre plusieurs interprétations, et la vôtre est aussi valable que les autres. Le débat se poursuit et le chiffre du roi exécuté continue de générer une controverse des siècles plus tard. Analysez les preuves.
Considérez les différents points de vue et formez votre propre opinion. N'oubliez pas que l'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais sur la façon dont nous l'interprétons. A prosodie, et un speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais qu'est-ce que la guillotine a rendu si choquant? Son efficacité apparente a caché un puissant symbolisme. Pour la Révolution, il ne s'agissait pas seulement d'exécuter un roi, mais que la démonstration de la mort était la même pour tous, même pour ceux qui étaient considérés au-dessus de la loi. La guillotine, avec son mécanisme implacable, est devenue le grand nivellement, symbole de l'égalité avant la mort, un concept radical dans une société aussi hiérarchisée que les Français de l'Ancien Régime. Imaginez la scène. La foule, la tension palpable dans les airs. Le roi, dépouillé de sa couronne et de ses privilèges, se soumet à la même destination que tout autre citoyen. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de favoritisme. La guillotine, avec sa précision froide, était responsable de l'effacement des différences sociales. Du moins à ce dernier moment. C'était une déclaration visuelle. Un message émoussé pour tous ceux qui croyaient à la supériorité de la noblesse. L'exécution de Louis XVI, vue à travers le prisme de la guillotine, est devenue une puissante métaphore de la Révolution elle-même. Un démantèlement violent mais nécessaire de l'ancien ordre. L'image du monarque, la tête bondée, située à côté des plèbes, a été enregistrée dans la mémoire collective, un rappel brutal de la nouvelle ère de l'égalité, ou du moins de la promesse de l'égalité, que la Révolution française avait l'intention d'établir. Un rêve qui, comme nous le savons, avait une fin complexe et contradictoire. Après sa mort, la figure de Louis XVI a été transformée. Pour beaucoup, il est devenu martyr. Un roi injustement accusé et exécuté. Des histoires sont tissées sur leur courage dans la guillotine, sur un look difficile qui a contesté la Révolution. N'oubliez pas que, pour certains, son exécution était un acte nécessaire pour la liberté, tandis que pour d'autres, c'était un crime atroce. D'autres légendes parlent de leur évasion miraculeuse présumée, d'un double qui est mort à la place. Imaginez-vous un Louis XVI qui vit en secret, observant la France qui l'a condamné. On dit que son fantôme est toujours autour du palais de Versailles, se souvenant d'une période de splendeur et de pouvoir, un écho du passé qui refuse de disparaître. Ce ne sont que des rumeurs, bien sûr. Il y a aussi ceux qui disent qu'il a caché un immense trésor avant d'être capturé, un trésor qui reste caché à ce jour, attendant d'être trouvé. La recherche de ce trésor mythique est une légende qui nourrit la fascination par le dernier roi de France. Pouvez-vous imaginer que vous le trouviez? Mais comment son exécution se compare-t-elle à celle des autres monarques? Pensez à la décapitation de Carlos I d'Angleterre, un événement qui, bien que brutal, a eu lieu avec une certaine formalité. Il y avait une théâtralité dans le processus, une presque rituelle, qui contrastait avec l'efficacité brute de la guillotine. Et la mort de Louis XVI, en revanche, a été rapide et, pour beaucoup à son époque, impersonnelle. Le roi a été éliminé, sans la pompe et les circonstances d'un procès long et public, seulement le bord froid de la machine. Contrairement à d'autres rois exécutés, Louis XVI s'est vu refuser un enterrement décent. Son corps, sans les honneurs de sa gamme, a été jeté dans une tombe commune. Imaginez la différence avec les funérailles de l'État que Maria Estuardo a reçues, malgré sa destination tragique. Et sa mort, bien que violente, a été encadrée dans un contexte religieux et politique qui lui a donné une aura martyre. Louis XVI, en revanche, était un acte purement révolutionnaire, dépouillé de tout rituel qui pourrait atténuer sa grossièreté. Même en le comparant avec d'autres exécutions pendant la Révolution française, celle de Louis XVI avait ses particularités. Alors que la guillotine est devenue un symbole de l'époque, l'exécution du roi était un événement avec une charge symbolique beaucoup plus grande. C'était la fin de la monarchie absolue. Un coup précis pour l'Ancien Régime. Notez comment, contrairement à d'autres exécutions plus anonymes, elle a résonné à travers l'Europe et le monde, marquant un avant et après dans l'histoire. Mais l'exécution de Louis XVI n'était pas seulement un fait historique. C'est devenu une toile pour la représentation artistique. Imaginez les peintures qui sont apparues plus tard. Le roi, avec son visage serein ou peut-être plein de terreur, devant la guillotine. Les artistes de l'époque, et beaucoup plus tard, ont essayé de capturer l'intensité de ce moment. Le mélange de violence et de symbolisme qui l'a défini. Comment pensez-vous qu'ils l'ont représenté? Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Certains artistes se sont concentrés sur la foule, dans le mélange de visages, entre l'euphorie révolutionnaire et la curiosité morbide. D'autres, en revanche, se sont concentrés sur la guillotine elle-même, cet instrument de mort qui est devenu un symbole de la Révolution. Pensez aux détails. Le bois sombre et poli, la luminosité métallique de la feuille, le sang qui a sûrement taché le sol. Les représentations artistiques montrent non seulement la scène elle-même, mais aussi l'interprétation que chaque artiste a faite de l'événement. Comment pensez-vous que le contexte politique du moment dans la façon dont la mort du roi était représentée? Était-ce une glorification de la Révolution, une condamnation de la loi ou quelque chose de plus complexe? Pensez à l'impact que le roi a dû voir, un symbole de pouvoir et d'autorité, mourir de cette manière. Pour beaucoup, ce fut un coup dévastateur pour la croyance en la monarchie et dans l'ordre établi. Imaginez l'incertitude qui aurait dû causer, le sentiment que tout pouvait changer,
que les règles du jeu avaient été radicalement modifiées. Peur, insécurité, confusion, tout ce qui a saisi la société française. L'exécution de Louis XVI n'était pas seulement un événement politique. C'était un traumatisme collectif. Cette image, enregistrée dans la mémoire de milliers de personnes, est devenue un puissant symbole de violence et de changement radical. Pour les partisans de la monarchie, c'était une blessure profonde, une perte qui a marqué la fin d'une époque. Et cette blessure a influencé la façon dont le pouvoir, la légitimité et la justice au cours des années suivantes ont été conçues. Même pour ceux qui ont célébré la chute du roi, l'exécution a eu un impact psychologique. Violence extrême, rupture de l'ordre social, instabilité politique, tout cela a généré un climat de peur et de méfiance. Le triomphe de la Révolution a été mélangé à l'incertitude sur l'avenir. Une incertitude qui a profondément marqué la psyché collective. Une nouvelle ère s'est ouverte, mais avec un prix psychologique très élevé. Imaginez, un instant, l'écho de cette hache résonne à travers les siècles. L'exécution de Louis XVI n'était pas seulement un événement historique. Il a marqué un avant et après dans la façon dont nous percevons le pouvoir, la justice et la Révolution. Et sa mort, témoin par des milliers de personnes, est devenu un symbole. Un tournant qui nourrit toujours des débats sur la légitimité du pouvoir et la nature de la violence révolutionnaire. Dans quelle mesure les médias employaient-ils justifier une fin aussi dramatique? Pensez aux œuvres d'art, aux films, aux livres. Combien de fois l'exécution de Louis XVI a été recréée et discutée? Elle est devenue une icône culturelle, une référence obligatoire pour analyser la fin des monarchies absolues et la naissance des démocraties modernes, bien qu'avec leurs ombres. Son image, transformée au fil du temps, continue de générer des questions sur le prix de la liberté et la recherche de la justice. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que l'exécution de Louis XVI était un acte nécessaire pour le progrès de la France, ou un exemple de barbarie qui tache l'histoire? La réponse n'est probablement pas simple. Mais ce qui est indéniable, c'est que sa mort a résonné et continue de résonner dans le débat politique et social à ce jour. Son héritage, complexe et controversé, nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement un ensemble de dates et de noms, mais une source inépuisable de leçons et de reflections. Pensez au nombre de documents qui ont survécu à la Révolution française. Lettres, journaux, brochures. Que nous disent ces sources primaires sur les derniers moments de Louis XVI? Certaines histoires décrivent leur sérénité avant la mort, d'autres parlent de leur terreur. L'analyse de ces écarts est cruciale pour comprendre la complexité de l'événement et la subjectivité des témoins. Les sources secondaires, en revanche, offrent des interprétations ultérieures. Les historiens, au fil du temps, ont analysé ces sources primaires, offrant différentes perspectives sur le règne de Louis XVI et son exécution. Était-ce un martyr de la monarchie, un roi despotique ou une victime de circonstances? Chaque historien présente son analyse, sur la base des preuves disponibles, mais aussi dans son propre contexte historique. En comparant les sources primaires et secondaires, nous pouvons construire une image plus complète, bien que jamais complètement objective, de l'événement. Les lettres de la famille royale contrastent avec les histoires des révolutionnaires, offrant différentes versions de la même histoire. La clé est la critique historique, en discernant la vérité entre les multiples récits et en comprenant le contexte dans lequel ils ont été créés. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Les sources nous brossent une image déchirante. Vous pouvez imaginer la scène. Louis XVI, vêtu d'un costume simple, est conduit à la guillotine. Il n'y a aucun signe de repentir ou de courage héroïque, comme certains voulaient peindre. Les histoires parlent d'un homme effrayé, un roi réduit à la vulnérabilité la plus absolue, confronté à sa propre fin. On dit que ces derniers mots étaient une brève prière, un murmure perdu dans le tumulte de la foule. J'imagine le silence qui le précède, le rugissement de la foule, le moment où la feuille tombe. Était-ce un acte de justice révolutionnaire, ou une exécution sommaire d'un homme dont le seul crime était d'être né au mauvais endroit? La vérité, comme cela se produit généralement, est complexe. Les sources primaires offrent des perspectives différentes, parfois contradictoires. Certains témoins parlent d'une exécution froide et calculée, tandis que d'autres décrivent une scène chaotique et violente. Qui ment? Qui exagère? La réponse est probablement dans la subjectivité de chaque histoire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. L'histoire de Louis XVI est complexe, non? Si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Qu'en penses-tu? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie, speak.